Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons commencer une série de présentations de matériaux de construction relativement à la construction en construction métallique et en construction en béton, avec la possibilité de voir aussi les principes de formulation de béton. D'abord, nous allons commencer par les constructions en béton et nous allons dire que pour construire et pour malaxer un béton, nous avons besoin au moins de 4 ingrédients. Aucun de ces ingrédients n'est vraiment... tous les ingrédients sont indispensables. Donc on ne peut pas se passer de n'importe quel ingrédient de ces 4 ingrédients. Le premier, c'est les granulats. Bien entendu, c'est le sable, sablon et la argile. Nous allons voir plus en détail les granulats. Nous aurons besoin aussi du ciment comme liant hydraulique. Et nous aurons besoin de l'eau, impérativement. Le quatrième ingrédient qui est aussi impératif, c'est l'air. Si nous n'avons pas d'air, on ne peut pas malaxer notre béton. Notre béton ne peut pas réussir. Par exemple, on ne peut pas réussir un béton sur la Lune, par exemple. Il va y avoir, par exemple, des bétons qui vont être coulés dans l'eau et ils vont durcir par la suite, mais ils sont malaxés hors de l'eau. Donc nous avons besoin de l'air. Un cinquième composant, mais éventuel, on peut le faire comme on ne peut pas le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais si on le fait, bien sûr, c'est pour améliorer certaines caractéristiques et certaines propriétés de notre béton. Ce cinquième ingrédient, c'est les adjuvants. Ces adjuvants, ce sont des produits de synthèse ou éventuellement des produits naturels. Ils sont de plus en plus sollicités dans le malaxage des bétons. Comme je vous ai dit, les adjuvants, ils donnent plus de propriétés au béton. Certaines propriétés, genre par exemple l'ouverture ou une résistance au gel, etc., etc. Donc nous allons pouvoir les voir la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, nous allons voir chacun de ces ingrédients. Bien sûr, nous n'allons pas voir l'air, mais nous allons voir quand même les autres ingrédients, genre par exemple les granulats. Et quand on parle de granulats, on parle d'abord de tous les matériaux d'origine naturelle ou d'origine artificielle qui entrent dans la composition de béton. Quand on parle d'origine minérale, c'est les gravions, les sables, les sablons, les filers, etc. Et les artificiels, c'est le polystyrène par exemple, les copeaux de bois, les suires de bois, les suires enfin les copeaux d'acier aussi. Tout ça, ça peut entrer. Mais l'acier lui-même, enfin les barres d'acier, on ne parle pas de composants, enfin on ne parle pas de granulats, on parle d'acier. Les aciers qu'on met dans le béton, c'est pour différencier le béton armé des autres bétons. Alors, par contre, des morceaux d'acier, oui, de part et d'autre, on peut les appeler des granulats. Alors, si on parle de granulats d'origine minérale, on parle soit des roches meubles, soit d'autres types de roches, genre les roches volcaniques ou métamorphiques. Les roches meubles, quand on parle d'un sol meuble, on parle d'un sol qui est facilement, on peut le labourer facilement, ça c'est le sol meuble. Donc ils peuvent être de silice par exemple, ou de silico-calcaire, ou soi-disant du calcaire massif. Tout ça c'est des roches meubles. Aussi les roches volcaniques qui sont sollicitées comme granulats, genre les granites, les diorites et les basaltes, etc. Et aussi nous avons des roches métamorphiques, genre les quartzites, les schistes et les marbres, surtout pour les morceaux de marbre. Tout ça, ce sont des granulats, mais d'origine minérale. Et ces granulats, ils ont une densité plus ou moins entre 2,5 et 2,9. Ça, c'est la densité de ces granulats. Donc, et ça reste quand même plus ou moins des granulats qui n'ont pas une influence sur le poids volumique ou la masse volumique du béton. Une grande influence sur la masse volumique du béton. Parce que ce qu'on sait, pour le béton, nous avons une masse volumique plus ou moins de 2,5. Ça, c'est ce que, enfin, d'habitude, on a. Mais on peut avoir
des bétons lourds, comme nous allons le voir par la suite, ou des bétons très légers. C'est pour cela qu'on sollicite d'autres types de granulats. Alors, ces granulats, comme je vous ai montré, ils peuvent être soit roulés, d'accord, soit concassés. Rouler, ça veut dire on va les obtenir soit par criblage, soit par lavage, et généralement c'est des matériaux alluvionnaires. Concassé, bien sûr, c'est grâce au concassage, grâce au criblage aussi quand il s'agit de roches sédimentaires, et grâce au lavage quand il s'agit de roches métamorphiques. D'autres granulats, bien sûr, qui peuvent entrer dans la composition du béton, c'est des granulats qui sont légers. Et là, ils vont avoir une influence sur la masse volumique du béton, enfin la masse volumique globale du béton à la fin. Comme par exemple, nous avons de l'argile expansée, nous avons de la pouzzolane, une roche volcanique aussi, mais bon, il est très léger, et aussi on peut utiliser des billes de verre. Des granulats très lourds, genre par exemple la barite, l'hématite et les laitiers. Ces laitiers, on peut les obtenir grâce aux fourneaux que nous allons voir par la suite dans la fabrication des fentes et des aciers. Alors la barite, elle est très sollicitée surtout quand on veut construire des murs ou des voiles pour des salles de radio et surtout pour empêcher l'extension et la sortie des rayons de radio. Alors aussi nous avons des matériaux recyclables qu'on peut utiliser comme granulats, comme par exemple des matériaux de béton recyclables, des briques recyclables, etc. Tout ça, on peut les utiliser comme granulats pour qu'ils entrent dans la composition du béton. Autres constituants aussi, comme le polystyrène, et vous connaissez tous que le polystyrène est vraiment très très léger, les suires de bois, les coupeaux d'acier. Donc les suires de bois, ils sont très légers, ils ont une densité de 1, comme vous le connaissez, enfin moins de 1 parce qu'ils flottent sur l'eau, et les copeaux d'acier, ils ont une densité de 7,85, 7,87, tout dépend de l'acier. Alors, ici, il y a une variation de densité, il va y avoir une variation par la suite dans la masse volumique de notre béton. Des laitiers granulés des hauts fourneaux aussi, ils ont des densités un tout petit peu élevées, donc en général, on peut obtenir des granulats entre 0,15 et 7,9 comme densité. Donc ils vont avoir une influence très grande sur le béton à la fin. Donc on peut avoir à la fin, on peut avoir des bétons très légers et généralement on les applique dans les terrasses non accessibles, dans les dallages non accessibles, etc. Sous des toits, par exemple. Et on peut avoir des bétons très lourds, par exemple avec une densité de 7,9 et ça on l'utilise généralement pour les tétrapodes qu'on utilise pour freiner un tout petit peu les vagues de mer. Alors, certaines catégories de granulats, quand on parle de filers, on parle généralement d'une granulométrie inférieure à 2 mm, mais avec plus de 70% supérieur ou égal à 0,063 mm. Ça, on les appelle des filers. Et bien sûr, on peut obtenir ça grâce à des tamiseurs, etc., pour pouvoir déterminer le pourcentage et éventuellement on peut déterminer aussi les granulométries. Les sablons, c'est des densités, c'est par exemple des granulométries inférieures à 1 mm avec moins de 70% supérieur ou égal à 0,063 mm. Quand on parle de sable, c'est entre 1 mm et 5 mm comme granulométrie. Les gravions, c'est entre 1 mm et 150 mm s'il s'agit des granulats naturels, et s'il s'agit de granulats artificiels, c'est entre 1 mm et 125 mm. Alors, pour déterminer tout ça, nous avons besoin d'un module de finesse. Ce module de finesse, c'est ce qu'il va nous donner, si vous voulez, le résultat, il va nous donner une vue sur l'ensemble de notre granulat. Alors pour déterminer le module de finesse,
nous avons besoin de plusieurs tamiseurs, d'accord? Et le module de finesse d'un sable, bien sûr, ou d'un granulat, c'est l'ensemble des refus cumulés sur 100, exprimé bien sûr en pourcentage. Alors nous avons des tamiseurs, 1 sur 1, nous avons des tamiseurs qui vont des ouvertures de granulométrie de 0,16, donc une maille de 0,16 mm bien sûr, 0,315 mm c'est la maille qui se trouve, ou le tamiseur qui se trouve au-dessus, celui encore qui est au-dessus c'est 0,63 et ainsi de suite jusqu'à 5 mm. Donc on met notre sable, notre granulat et on commence à tamiser l'ensemble grâce bien sûr à une petite machine. On va commencer à tamiser et on va avoir chaque tamiseur, il va empêcher de laisser passer les granulométries qui sont supérieures à leur maille. Par exemple, si nous avons des granulats qui ont une granulométrie de 6 ou de 5 par exemple 0,2, donc le premier tamiseur il va refuser ces granulats de passer. Alors et ainsi de suite, le deuxième il va empêcher tout ce qui dépasse 2,5 et ainsi de suite. Donc on appelle sable fin si nous avons la moyenne de module de finesse est égale à 1,8. On parle de sable normal si la moyenne est égale à 2,5. Il sera grossier si la moyenne est égale à 3,2. Donc nous allons voir ici sur ce tableau les pourcentages que vous voyez en crescendo et nous avons les sables fins, moyens et grossiers. Le premier sable, quand nous avons fait le tamisage, nous avons remarqué que la grande majorité elle est concentrée au milieu. Donc concentrée au milieu, ça veut dire avec un module de finesse entre 2,20 et 2,80. Donc c'est un sable qui est normal. Alors si la grande majorité se place entre 2,8 et 3,2, donc on parle d'un sable qui est grossier. Il sera sable fin si la majorité, c'est l'ensemble des sables, ils ont descendu jusqu'en bas, donc ils auront une granulométrie entre 1,8 et 2,2, et là on parle d'un sable qui est fin. Alors, tout ça, il va nous mener vers une chose qui est très importante, c'est le rapport entre les granulats et le sable. Cette formule, enfin G sur S, cette formule, il va nous divulguer certains secrets. Bien sûr, le gravient, c'est tout ce qui dépasse 5 mm. Et quand on parle de sable, c'est tout ce qui est inférieur à 5 mm, entre 1 mm et 5 mm. Donc la coupure entre les sables et les gravions, il est à 5 mm. Donc le G sur S, donc le gravient sur sable, il a des influences bien sûr sur la compacité si ce rapport est supérieur à 1,2. Donc si nous avons les gravions, la quantité des gravions sur la quantité de sable que nous allons malaxer est supérieure à 1,2, ça veut dire que nous aurons une compacité un tout petit peu plus élevée que la normale. Si le rapport, bien sûr, est toujours supérieur à 1,2, nous aurons une résistance à la compression qui est meilleure. Donc il va résister beaucoup plus si ce rapport il dépasse un tout petit peu le 1,2. Plus de 1,2, bien sûr, l'ouvrabilité est moins bonne. Parce que si nous avons besoin d'un béton qui est très ouvert pour pouvoir le malaxer par exemple à main ou pour pouvoir le projeter ou le pomper, nous avons besoin d'un G sur S qui est inférieur à 1,2. Parce que sinon, il ne sera pas très ouvert. Donc une ouvrabilité moins bonne si le rapport est supérieur à 1,2. Donc le choix de gravient sur sable, il dépend de ce qu'on veut. Si nous avons besoin d'un béton, enfin à la fin, avec une compacité élevée, donc on va élever un tout petit peu ce rapport de 1,2 à 1,3, 1,5.
Nous avons besoin plus de résistance à la compression, donc ce rapport il doit être supérieur. Mais si nous avons besoin de plus d'ouvrabilité, ce rapport il doit être inférieur à 1,2. Si on veut parler de l'eau de gâchage comme composant de béton, on appelle eau de gâchage toutes les eaux qui sont potables, enfin toutes les eaux potables qu'on peut boire, que les animaux peuvent boire aussi, ils peuvent entrer, ils peuvent être de l'eau de gâchage et surtout pour toutes sortes de béton. Mais si, par exemple, nous n'avons que le mortier, on peut utiliser l'eau de mer. Que du mortier, ça veut dire nous n'avons pas d'armature, on peut utiliser l'eau de mer. L'eau de mer est vraiment interdite pour les bétons armés et les bétons précontraints. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent de l'armature, ils contiennent de l'acier. Donc c'est pour cela que l'eau de mer est vraiment interdite pour ce genre de béton. Alors toutes les eaux usées, les eaux de rejet industriel, de ruissellement par exemple, ces eaux, ils doivent passer par des contrôles par le laboratoire pour définir la teneur en chlorure de cette eau. Si la teneur en chlorure excède 500 mg par litre, cette eau n'est pas bonne pour malaxer le béton. Mais si toutefois elle n'est pas excédente à cette quantité, on peut toutefois le malaxer avec, mais il n'est pas vraiment bon pour toutes sortes de béton. Alors, quand on mélange de l'eau avec du ciment, bien sûr, avec des granulats, etc., cette hydratation s'accompagne, bien sûr, d'un dégagement de chaleur. Donc, l'hydratation, il va nous générer un dégagement de chaleur, tout simplement parce que les grains de ciment, ils vont commencer à se cristalliser et c'est là où ils vont commencer à dégager de la chaleur. Alors une chose que la majeure partie des simples utilisateurs ne connaissent pas, c'est que pour hydrater 100 kg de ciment, donc ça veut dire 2 sacs de 50 kg de ciment pour les hydrater, nous n'avons besoin qu'entre 25 et 50 litres d'eau, contrairement à ce que les simples utilisateurs connaissent. Et une chose qui est très flagrante, je remarque beaucoup qu'il y a des gens qui malaxent du béton avec un tuyau à la main, un tuyau d'arrosage à la main, donc ils ne connaissent même pas la quantité d'eau qu'ils déversent pour malaxer. Donc ils donnent plus d'eau qu'il en faut, et ça ce n'est pas bon pour le béton. Alors, et ça, vous pouvez le remarquer, enfin, c'est écrit sur la majeure partie des sacs de ciment, enfin, chez les fabricants, donc ils écrivent la majorité entre eux, ils écrivent la quantité d'eau adéquate qu'il faut pour malaxer leur béton. Alors, pourquoi on utilise de l'eau, d'accord, dans le béton? Tout simplement pour plusieurs autres choses. La première des choses, c'est pour permettre l'hydratation de la pâte de ciment. Donc tous les grains de ciment, ils doivent être hydratés, ils doivent être touchés par de l'eau, comme ça leur cristallisation va se faire. Donc, et l'eau aussi, c'est pour mouiller les surfaces des granulats. Cette surface, quand il sera mouillé, la pâte de ciment va s'y hydrater, s'y adhérer facilement. Sinon, il ne va pas s'y adhérer. Et pour favoriser, bien entendu, la manipulation de béton, l'ouvrabilité, etc. Donc pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir le mettre dans des moules ou dans des coffrages bien déterminés. Alors, la quantité d'eau aussi, elle a une influence sur, comme je vous ai dit, sur le béton. Et cette quantité d'eau, elle a une relation avec la quantité de ciment. Le ciment, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, la quantité d'eau, nous avons un rapport entre eau et ciment, et ce rapport, quantité sur quantité, ce rapport, il a des influences sur la résistance mécanique du béton. Ça veut dire, si on a plus d'eau qu'il en faut, la résistance va chuter. Et si nous avons moins d'eau qu'il en faut, la résistance va chuter. Donc je parle là que ce soit de la résistance initiale ou la résistance finale, après durcissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'une quantité bien spécifique d'eau par rapport au ciment que nous allons utiliser.
pour que la pâte de ciment, pour que les grains de ciment fassent leur travail qui leur sont propres à eux. Alors, deuxième influence, c'est la porosité. Plus d'eau, ça veut dire plus de porosité. Moins d'eau qu'il en faut, c'est plus de porosité. Donc, nous avons besoin de la quantité adéquate pour avoir le moins de porosité possible. Et aussi pour le retrait. Plus d'eau, nous aurons plus de retrait. Parce que si nous avons plus d'eau qu'il en faut, et nous avons cette, par exemple, hauteur, après avoir coulé notre béton, plus d'eau, ça veut dire quand l'eau va s'évaporer, il va y avoir plus de retrait. D'accord? Mais si nous avons juste l'eau qu'il en faut, nous aurons le retrait qu'il doit avoir. Alors, cette quantité a une relation avec le béton. Ça veut dire, si j'ai à malaxer un béton haute performance ou un béton ultra haute performance, le rapport doit égal à 0,3. Donc c'est un rapport, c'est une quantité bien déterminée. Pour les bétons courants, qu'on connaisse tous, ce rapport, il doit être égal à 0,5. Si on dépasse 0,5, on va chuter la résistance mécanique, surtout à long terme. On va augmenter la porosité et le retrait va être très remarquable. Donc c'est pour cela qu'il faut éviter un rapport au surciment qui dépasse 0,6. Alors, nous allons voir sur ce tableau, sur ce schéma, la modification de la quantité d'eau quand on modifie la quantité d'eau avec une quantité de ciment bien déterminée. Et nous allons remarquer qu'est-ce que ça va se passer. Vous avez ici 100% de résistance, ça veut dire ce qu'on souhaite avoir. Je souhaite avoir une résistance de 100 mégapascales ou de 300 mégapascales ou de 50 mégapascales. Ça, c'est le 100%. Et nous avons la quantité d'eau. Si, par exemple, je commence à malaxer plusieurs bétons, d'accord, avec les mêmes ingrédients quantitativement, seule la quantité d'eau que je vais changer. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et je vais remarquer les résistances à la fin, les résistances après 28 jours, donc la résistance finale. Je remarque ici que la résistance, elle est optimale pour une quantité bien déterminée, d'accord ? Nous avons une résistance optimale, donc on peut atteindre 100%. Si on malaxe moins d'eau que cette quantité, nous n'aurons pas la résistance optimale. Et si on malaxe avec plus d'eau qu'il en faut, la résistance finale, elle peut chuter de 80%. Donc c'est vraiment très remarquable. Donc la quantité d'eau est très spécifique par rapport à la quantité de ciment pour avoir une résistance mécanique à court et à long terme vraiment importante. Là, nous sommes arrivés au ciment et nous allons dire que le ciment est un liant hydraulique. D'abord parce qu'il y a des bétons sans ciment. On peut avoir des bétons, par exemple, avec des liants hydrocarbures, comme par exemple l'asphalte, etc. Donc c'est des liants aussi, et c'est des bétons aussi. Mais pour les bétons courants qu'on connaisse tous, le ciment, on appelle ciment un liant hydraulique, donc ça veut dire qu'il a besoin de l'eau. Ce ciment, avant de le fabriquer, nous avons besoin du calcaire et de l'argile. Ça, c'est les principes de base, c'est les bases de fabrication de ciment. Alors, il est sous forme de poudre, comme tout le monde connaît, et cette poudre, elle est très très fine, et elle s'hydrate grâce à l'eau. D'accord ? Et puis, il va faire prise, et il va devenir dur, même sous l'eau. D'accord ? Mais avant, il faut le malaxer à l'extérieur de l'eau. Donc le ciment est le constituant principal des mortiers, ça vous le connaissez, et des bétons. Il devient dur, mais il n'est pas invulnérable. Donc ça veut dire qu'on peut le casser, on peut le détruire, démolir par la suite.
si on revient un tout petit peu dans l'histoire, et on va dire que les Égyptiens, ce sont eux qui ont découvert la chaux grasse. D'accord? Ils l'ont découvert, bien entendu, grâce à la cuisson des roches de calcaire dans des températures très élevées, d'accord, qui peuvent atteindre 1000 degrés Celsius, et ça, bien sûr, après extinction grâce à l'eau. Donc après l'avoir cuit, ils vont le tremper à l'eau, l'éteindre à l'eau, et après ils vont obtenir la grasse, enfin la chaux grasse. Après, les Romains, ils ont véritablement construit, fabriqué le ciment, bien entendu, grâce à l'ajout de la pouzzolane, on appelle pouzzolane, grâce à l'ajout de la pouzzolane à la chaux. Donc une fois ils ont ajouté de la pouzzolane, qui est une roche volcanique, se trouve en Italie, ils l'ont ajouté à cette chaux, d'accord, grasse, ils ont obtenu du ciment. L'Écossais Aspdin, lui, il a donné le nom Portland au ciment, parce que la couleur de ciment qu'il a obtenue, elle est proche aux roches qui se trouvent dans la région Portland en Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon. Donc c'est pour cela qu'il a donné le nom Portland à son ciment. Donc ça c'est un tout petit peu d'histoire. Et pour revenir, la première usine qui a été créée dans le monde de fabrication de ciment était créée en 1846, et en 1913 la première cimenterie a été construite au Maroc. Bien sûr, elle a été construite à Casablanca. En 1915, il a commencé la fabrication de ciment, environ 20 000 tonnes par an, avec bien sûr un four droit. Après ça, en 1930, le démarrage du premier four rotatif au Maroc, avec une capacité de 120 000 tonnes. Donc vous voyez ici, le changement de four a changé aussi la quantité, mais il s'agit de la même société, donc le même site. Il a commencé à produire 120 000 tonnes par an. C'est une grande quantité, mais ce n'est rien devant la production mondiale. Cette unité, elle est restée l'unique unité jusqu'aux années 50. Après ça, bien sûr, nous avons connu au Maroc une poussée de plusieurs sites de production de ciment. Alors, la production européenne en 2006 était de 267 millions de tonnes, et ce n'était que 10% environ de la production mondiale. Ça c'est un peu d'histoire. La production mondiale, bien sûr, qui s'élève à 2647 millions de tonnes en 2006, c'est une très grande quantité. Donc ça veut dire que le béton qu'on va malaxer avec, il va être 8 fois, sinon plus, de cette quantité. Alors le Maroc n'a atteint 15 millions de tonnes qu'en 2013. Ça, c'est grâce à la source des associations des cimentiers du Maroc. Donc la réalisation faite par le ciment mortier, elle dépasse à l'échelle mondiale 28 000 millions de tonnes en 2008. Donc comme je vous ai dit, la source de ces informations est l'association professionnelle des cimentiers du Maroc. Une cimenterie, c'est ça. Donc, c'est une usine, comme vous la voyez, de fabrication de ciment. Une cimenterie, c'est ce que vous voyez ici en bas, à gauche, mais elle ne doit être implantée qu'auprès d'une carrière. Une carrière d'extraction de la matière première. Parce que sinon, le produit, le ciment, il va coûter, enfin le prix de revient va être plus cher. Donc c'est pour cela que pour produire du ciment, nous avons besoin de planter une cimenterie, à côté d'un gisement d'extraction de la matière première. La matière première qui n'est autre que le calcaire et l'argile. Alors, une cimenterie, c'est ce que vous voyez en illustration. Donc dans une cimenterie, nous avons besoin de toutes ces étapes-là. La première, nous avons besoin d'une carrière, là où on va extraire les produits, la matière première. Nous avons besoin de fragmenter cette matière première
aussi de purifier, soi-disant, de nettoyer un tout petit peu et enlever les impuretés de cette matière. Après ça, nous avons besoin de les broyer, de les chauffer par la suite, d'accord, ou les surchauffer. Après, on va les cuire. Après la cuisson, nous allons bien sûr les tremper pour refroidir ce que nous allons cuire et nous allons stocker ce que nous allons par la suite tremper et nous allons doser en ajoutant certains ingrédients. Après ça, on broie l'ensemble et comme ça, on va obtenir notre ciment qu'on va le conditionner, que ce soit dans des silos ou dans des sacs. Ça, c'est la production, mais en bref, du ciment. C'est la cimenterie que vous avez vue. Alors, plus en détail, donc, une cimenterie, elle a 3 lignes de fabrication. D'accord? Pour avoir une cimenterie, nous avons besoin de 3 lignes de fabrication. Nous avons besoin d'une ligne de fabrication de cru, donc tout ce qui n'est pas encore cuit, et ça commence de la carrière, de la fragmentation, la purification ou le nettoyage, le broyage, juste avant le préchauffage. Et la ligne de la cuisson, donc c'est le préchauffage, après la cuisson, la trempe et le silotage, et la fabrication, la ligne de fabrication de ciment commence après avoir commencé à doser. Et on peut avoir une cimenterie, comme nous avons vu, nous avons par exemple à côté de Jorf Sfar, une cimenterie qui s'implante récemment et ça ne commence qu'après le silotage. Donc le silotage, ils ne font pas de silotage, ils prennent la matière première, tout ce qui sera trempé après la cuisson, ils le prennent des cimentiers déjà qui les stockent et eux, ils vont ajouter les ajouts, d'accord, et par la suite fabriquer le ciment. Une carrière, c'est ça. Donc la carrière, il peut être à ciel ouvert ou il peut être souterraine, mais généralement pour le calcaire, c'est à ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc une carrière, donc c'est l'extraction de la matière première et c'est bien sûr le besoin des gros engins, des dumpers, etc., etc. Donc nous n'allons pas voir ça. Alors si après la carrière, bien sûr, nous avons besoin de fragmenter tous les résultats qu'on extrait. Donc, pour fragmenter ça, on classe d'abord les appareils de fragmentation selon les dimensions des solides qu'on va avoir et qu'on veut traiter par la suite. Donc, pour cela, je parle maintenant des cimenteries, nous n'avons besoin que des concasseurs, des broyeurs ou des microniseurs. Donc ça dépend comme je vous ai dit, des dimensions qu'on veut pour les exploiter. Alors les concasseurs, ils nous donnent des gros fragments. Donc c'est pour fragmenter des grosses pierres, des grosses roches et pour arriver à avoir des fragments un tout petit peu, moins grands. Les broyeurs, il va nous donner de la poudre et les microniseurs, bien sûr les pulvérisateurs, ils vont nous donner des poudres vraiment très fines. C'est des poudres microscopiques. Alors le concassage, bien sûr, qui va arriver et venir après l'extraction, après la carrière, le concassage, c'est, comme je vous ai dit, c'est pour obtenir des gros fragments. Et ces gros fragments, ils vont être entre 50 mm et 7 mm. Donc c'est pour réduire les grosses blocs de calcaire, pour arriver à avoir des granulométries entre 50 mm et 7 mm. Et là, comme vous voyez, ça c'est une sorte de concasseur. Et ça s'appelle un concasseur à mâchoire. Il y a plusieurs types de concasseurs, giratoires, etc., à percussion, à marteau, etc. Donc ces concasseurs, ils peuvent nous fournir entre 500 et 1000 tonnes de granulats par heure. Donc c'est pas peu. Donc même l'alimentation de ces concasseurs, il doit être vraiment énorme, parce que sinon il ne sera pas rentable. Alors on l'alimente directement avec des dumpers. Des dumpers, c'est des camions qui peuvent charger jusqu'à 360 tonnes.
à la fois. C'est des gros engins. Alors, la composition de ciment, là on va parler pas de la composition du ciment directement, mais de la base de ciment. Donc la base de ce ciment, de n'importe quel ciment, est le calcaire, bien sûr à échelle de 80%, et ce calcaire, il est composé en grande majorité de carbonate de calcium, CaCO3. Le reste, c'est de l'argile. Moi, je parle ici de la base. Je ne parle pas de ciment, je parle de la base de ciment. D'accord? Donc, l'argile qui va nous donner de la silice, de l'alumine et d'oxyde de fer. On passe tout ça dans des concasseurs et après, on va obtenir le cru. Le cru, ça veut dire un produit qui n'est pas encore cuit. On va obtenir ce cru-là, ce cru qui doit être nettoyé de toute impureté parce que à l'existence des chlorures et des sulfures, les sulfates, les sulfures, etc., ces produits-là, ils sont néfastes à la bonne production de ciment. Pourquoi? Parce qu'au chauffage, ils vont se volatiliser et ils vont réagir avec les composés alcalins, comme le potassium par exemple et le sodium qui se trouvent dans le calcaire et dans l'argile. Et quand ils vont réagir avec ces alcalins, ils vont former des chlorures d'alcalin et des sulfures d'alcalin. Et par la suite, notre ciment n'aura pas les bonnes caractéristiques et les bons résultats souhaités. Donc ces impuretés induisent l'extermination des alcalins des ciments. Et l'absence de ces alcalins, le ciment perd de ses qualités et de ses caractéristiques. Alors après le concassage et le nettoyage, nous allons passer à la préhomogénisation. Le nettoyage aussi, il se fait à la préhomogénisation. Donc la préhomogénisation, c'est essentiellement pour l'extraction des impuretés et pour atteindre un dosage parfait, qui est de 80% d'argile, de calcaire, je m'excuse, et 20% d'argile. Donc ça, c'est la préhomogénisation. Et après ça, on broie l'ensemble. On broie pour avoir de la poudre. On broie grâce à des broyeurs. Et ces broyeurs, ils peuvent être des broyeurs à boulet, comme ils peuvent être des broyeurs à barre, etc. Il y a plusieurs types de broyeurs avec une production entre 200 et 400 tonnes de mélange à l'heure. Donc c'est une production qui est en continu. D'accord, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien sûr, il y a des arrêts pour pouvoir changer les barrettes ou changer les boulets, mais c'est des productions en continu. Alors, le cru préhomogénisé est réduit en farine inférieure à 200 microns. Là, dans cette farine, on va trouver le carbonate de calcium entre 77 et 83%, la silice entre 13 et 14%, l'alumine entre 2 et 4% et l'oxyde de fer, bien sûr, entre 1,5 et 3%. Et tout ça donne le bon résultat de notre, bien sûr, notre ciment. Alors, parmi les broyeurs, ça c'est un broyeur mais vu à l'intérieur, donc vous voyez ici à l'intérieur du blindage et des barrettes comme vous voyez, donc c'est un broyeur à barre et il y a aussi des broyeurs à boulets, donc il y a des boulets à l'intérieur. Ok, donc vous voyez, et ça représente quand même le 1/3 du volume de notre broyeur. Donc le 1/3 est rempli uniquement de tout ce qui va fracasser, fragmenter le résultat qui est préhomogénisé afin d'avoir de la poudre. Donc il y a plusieurs types de broyeurs à boulets. Il y a cylindriques, les broyeurs cylindriques, les broyeurs campants et bien sûr les broyeurs cylindro-coniques. Donc plusieurs types, nous n'allons pas entrer dans les détails de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la fabrication du ciment. Alors, dans une usine de fabrication de ciment, on peut avoir une usine avec des voies différentes d'une autre usine. Donc nous avons 3 voies. Nous avons une voie humide, et ça, vous pouvez remarquer que la partie préhomogénisation n'existe pas, d'accord, dans la voie humide, et le four, il est légèrement plus lent.
que le four de la voie sèche. La première voie que nous avons vue tout à l'heure, c'est une voie sèche. Ça veut dire que le produit que nous avons concassé, que nous avons préhomogénéisé et que nous avons broyé, c'est un produit qui est sec. D'accord? Alors que la voie humide, le produit, il est humide, il contient de l'eau. C'est grâce à l'eau que nous avons enlevé les impuretés. Nous avons une voie semi-sèche, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment humide, mais il n'est pas sec aussi. Donc, c'est une voie semi-sec et le four, il est la longueur du four, il est entre le four de la voie humide et le four de la voie sèche. Et le four, nous allons le voir par la suite, il a une longueur pour la voie sèche, il a une longueur qui peut atteindre 100 mètres de longueur. Alors, et la voie sec que nous avons vue depuis le début, la voie sec avec tous les composants que nous avons vus, tous les départements que nous avons vus. Alors, nous avons besoin, le produit que nous allons d'abord fragmenter, broyer, nous allons besoin de le chauffer afin de le faire entrer dans le four. Parce que sinon, si on le fait entrer dans le four avant de le chauffer, on peut le brûler. Et le ciment perdra ses caractéristiques, sinon on n'aura pas de ciment. Alors, pour le chauffer, on va le déverser dans des cyclones. C'est ce genre d'entonnoir. Chaque entonnoir, il donne le résultat au deuxième entonnoir, et puis au troisième, et ainsi de suite, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut, là, ce cyclone, il joue aussi le rôle d'un cheminée pour le four. Enfin, ça veut dire que tout ce qui sort comme chaleur, comme gaz carbonique qui sort du four, elle passera par ce cheminée, par ces cyclones pour sortir. Et en passant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chauffe le résultat qu'on va déverser depuis le haut. Donc on les déverse depuis le haut jusqu'en bas, sous forme de cyclone, ça veut dire sous forme de plusieurs entonnoirs. Chaque entonnoir passera son produit au deuxième entonnoir. Et ce passage, il va laisser passer, il va laisser s'échapper la chaleur, bien sûr, et le gaz carbonique, et c'est comme ça que le produit peut atteindre le four et il va l'atteindre chaud. Si le passage était droit, on peut bloquer l'extraction et la sortie du gaz carbonique et de la chaleur, et on peut bloquer aussi l'orifice du four, et comme ça on n'aura ni entrée ni sortie de produit. Alors, le préchauffage de cette farine qui a passé du broyage, elle peut atteindre 880 degrés Celsius en 5 secondes. Donc ça veut dire que c'est une très très grande chaleur. Et je ne sais pas si vous remarquez, le four, il est légèrement incliné vers l'autre côté. D'accord? Ce côté-là qui est auprès du préchauffage, de la précalcination, il a une hauteur plus haute que celle qui se trouve à la fin. Ça veut dire à la sortie du produit. Donc la sortie du cheminée est plus haute, donc ça veut dire qu'il est légèrement incliné. Alors ce four que je vous ai dit légèrement incliné, il est incliné certes pour que le produit traverse le four, et il est rotatif pour qu'il tourne. Donc en tournant avec une vitesse vraiment de 2 tours par minute, une très petite vitesse, en tournant, il laisse passer comme une vis, il laisse passer le produit tout doucement depuis la sortie du cheminée, je dirais, jusqu'à la sortie du produit. Et bien sûr que ce four, il va avoir 2 températures différentes. La température à la fin du four, donc là où il y a la sortie de la chaleur, et la température du début du four, là où il y a les flammes, là où il y a les brûleurs. Donc les fours, comme vous voyez ici, il est légèrement incliné et il est aussi rotatif. D'accord, je pense ici c'est beaucoup plus clair.
Et ce four, comme je vous ai dit au début, à la sortie de la chaleur, à la sortie de la fumée et à la sortie bien sûr aussi de la vapeur, nous avons une température qui peut atteindre 1450 degrés. Donc le produit qui entre très chaud à une température de 880, quand il va se confronter à cette chaleur, il va devenir pâteux. Et avec la petite rotation, il commence à sortir. Et il faut dire que c'est une très grande quantité qui entre et qui sort. Alors, à la fin, donc numéro 1, c'est 1450 degrés. Et là où il y a les flammes, c'est 2000 degrés. Quand même, c'est une très très grande température, il faut l'avouer. Donc, le produit, une fois il sort du four, on va l'arroser avec de l'eau pour réduire sa température de 2000 degrés à 100 degrés Celsius. C'est une manière de tremper le produit. Donc une fois le produit sort, donc après la cuisson et la trempe, on obtient le clinker. Le clinker, bien sûr, qui est composé de carbonate, fourni par le calcaire, et de la silice, l'oxyde de fer et l'alumine, qui est fourni par de l'argile. Bien sûr, pas toute la quantité qu'on va faire entrer dans le four, et c'est la même quantité qui va sortir. Donc on va faire entrer par exemple 1 tonne 500 de cru, d'accord, mais après la sortie, on va avoir uniquement 1 tonne de clinker. Les 500 kg ou les 520 kg entrée, elle va sortir sous forme de CO2. On appelle ça un gaz, le gaz carbonique, mais c'est un solide quand même. C'est le CO2. Alors, après ça, on stocke notre clinker. Donc, une fois on va le stocker, c'est généralement dans des silos de ce genre, donc des grands silos, bien sûr. Ça s'appelle le silotage. Et une fois on veut fabriquer n'importe quel ciment, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que 2 ou 3 comme la majeure partie des gens connaissent, il y a plusieurs types de ciment. Donc une fois on veut fabriquer notre propre ciment, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre clinker, une quantité bien déterminée de clinker, et on va lui ajouter certains produits, d'accord, pour avoir certaines caractéristiques, pour répondre à certains besoins bien déterminés, et comme ça on obtient le ciment. Alors, et ça s'appelle le dosage. Alors pour fabriquer le ciment, on peut avoir, mais vraiment bizarre, on peut avoir des quantités de clinker entre 5 et 95%. Donc nous avons un ciment de 5% de clinker, nous avons un ciment de 5,1, de 5,2, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 20, de 35. Donc nous aurons plusieurs ciments. Rien que en regardant cette plage de quantité de clinker. Bien sûr, on peut avoir une quantité de gypse entre 0 et 5%, on ne doit pas dépasser 5% de gypse, mais on peut ne pas l'utiliser quand même. Et quand on parle de gypse, on ne parle pas de plâtre, on parle de gypse. Alors, et une quantité d'ajout entre 0, si par exemple nous avons 95% de clinker, 5% de gypse, c'est 0% d'ajout. Mais si nous avons par exemple, je dirais, 90% de clinker et 5% de gypse, nous aurons besoin quand même de 5% d'ajout pour compléter les 100%. Donc les ajouts, on peut les avoir entre 0 et 95%. Et là aussi, c'est une grande plage qui va nous donner une grande diversité de ciments. Et quand on parle de grande diversité de ciments, on parle de grande diversité de caractéristiques mécaniques et autres. Alors, tout ça, on va le rassembler et le faire passer dans des microniseurs pour pouvoir avoir le ciment qu'on veut. Donc, les différents types d'ajouts, les produits qu'on peut ajouter, soit les laitiers granulés des hauts fourneaux, que nous allons voir par la suite, c'est des déchets, des hauts fourneaux. Et les hauts fourneaux, c'est là où on fabrique la fonte. Et soit on va ajouter les cendres volantes sélénisseuses, soit
siliceuse, soit les cendres volantes calciques, soit de la pouzzolane. Et la pouzzolane, on a parlé de la pouzzolane tout à l'heure. C'est une roche qui est rougeâtre, poreuse, d'accord. Il est très légère. Et c'est une roche volcanique quand même qui se trouve en Italie. Nous avons de la pouzzolane naturelle, ça c'est la roche minérale, et on peut avoir de la pouzzolane semi-synthétique ou de la pouzzolane de synthèse. Les schistes calcinés aussi, on peut les ajouter, la fumée de silice et les dérivés du calcaire, que ce soit organique ou non organique. Donc, ce sont les différents types d'ajouts et chaque type a des spécifications bien déterminées. Donc, après, on fait passer l'ensemble dans des microniseurs et les microniseurs, ils ressemblent très étroitement au broyeur que nous avons vu tout à l'heure. Après ça, le résultat obtenu, c'est le ciment. Donc les microniseurs, c'est des concasseurs giratoires aussi, mais au sens vertical, pas au sens horizontal, avec des boulets ou avec des barres. Alors après ça, on obtient le ciment et on va le stocker, que ce soit dans des silos ou on va le stocker dans des sacs. On peut même les exporter, les transporter en vrac dans des camions adéquats. Alors, fabrication de ciment, on va avoir une vue en général, enfin un résumé. Donc nous avons besoin de 80% de calcaire, 20% d'argile. On va les broyer, après ça les promogéniser, donc enlever les impuretés et bien sûr donner la quantitative spécifique, c'est 80 et 20%. Après ça on va préchauffer, on va les faire passer dans des fours pour les cuire et on va obtenir le produit cuit qu'on va refroidir à l'eau et ce produit ça s'appelle le clinker. Ce clinker là, on va lui ajouter le régulateur de prise qui est le gypse, éventuellement, nous ne sommes pas obligés, sauf pour un seul ciment, nous allons le voir, et on peut éventuellement lui ajouter d'autres ingrédients comme les filers de calcaire, les cendres volantes, etc. Tout ça, on le passe dans des broyeurs et on obtient notre ciment. Ça, c'est en bref le résultat. Alors, la production du ciment, bien sûr, la matière première, ça on va entrer un tout petit peu en détail. La matière première qui est le calcaire, donc ça veut dire, on parle de CaCO3, et l'argile, on parle ici de la silice, de l'alumine et de l'oxyde de fer, bien sûr. Donc tout ça, une fois, on va le purifier, le concasser, etc., et le préchauffer à plus de 600, plus ou moins 600 degrés Celsius, nous allons avoir une dissociation du Ca avec le CO2, d'accord? Donc nous aurons du CaO. Et le CaO, il va être nommé dans la chimie des cimentiers avec la lettre C. Normalement, dans la chimie, on connaît la lettre C, c'est le carbone. Mais pour les cimentiers, quand on met C, ça veut dire le CaO. Alors, et bien sûr, la silice il sera noté S, l'alumine il sera noté A, l'oxyde de fer il sera noté F pour les cimentiers. Donc eux, ils ont leur propre chimie. Après ça, bien sûr, il va y avoir la cuisson. Et la cuisson, bien sûr, c'est des températures qui sont plus ou moins différentes. D'accord? Donc, il va y avoir des réactions. D'abord, à 1250 degrés Celsius, c'est la clinkerisation. À 1450, c'est un état qui est métastable. Et après la trempe, nous aurons notre clinker qui est composé de la sorte. Et je précise, C, c'est toujours le CaO, d'accord? Et S, c'est la silice, etc., etc. Donc il ne faut pas imaginer que C, c'est le carbone pour les cimentiers. Alors, un exemple de dénomination que tout le monde connaît, surtout ici au Maroc, on connaît le CPG 45, le CPG 35 et certaines personnes connaissent aussi le CPG 55. Alors,
mais ces nominations, ils ne sont pas normalisés à l'échelle européenne. Ils sont normalisés à l'échelle française, c'est tout. Donc, le CPG 45, c'est un ciment Portland. D'accord? Et quand on parle d'un ciment Portland, il a un taux de clinker qui dépasse 70%. Je parle ici du CPG 45. Et comme complément, bien sûr, nous avons la pozzolan ou les cendres, que ce soit siliceuses ou calciques, avec du gypse. La même chose comme complément de 100% pour le CPG 35. Toutefois, la quantité de clinker est moins de 65%, sinon 65%, et aucun sel soluble, tel que les chlorures, en vue d'accélérer la prise ou le durcissement. Alors, certaines caractéristiques de ces deux ciments, juste pour avoir une petite différence, nous allons voir qu'il y a une légère différence entre ces deux ciments, et surtout quand on parle de la résistance moyenne minimale. Une résistance à la compression à 28 jours, moyenne minimale, pour le CPG 45, il est de 42 mégapascales, tandis que pour le CPG 35, il est de 32 mégapascales. Mais on parle ici d'une résistance moyenne minimale, alors que le CPG 45, il peut nous donner une plage de résistance. Tout dépend de la quantité de ciment qu'on va utiliser dans un mètre cube de béton, ou il dépend aussi de la quantité d'eau. Mais bon, on parle ici d'une résistance moyenne minimale. Pour le CPG 45, il est de 42 mégapascales. Pour le CPG 35, il est de 32 mégapascales. Alors, les autres caractéristiques, ils se ressemblent. L'extension, par exemple, ou l'expansion à chaud, nous avons inférieur à 10 mm pour le CPG 45 et de même pour le CPG 35. Le retrait du mortier, bien sûr, inférieur à 800 micromètres par mètre pour le 45 et pour le 35. La teneur en SO3 inférieure à 4% pour le CPG 45 et le 35. La teneur en chlorure, c'est inférieur à 0,05% pour le 45 et pour le 35. Les plages dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple pour le 35, nous avons une plage, le CPG 35, je parle, nous avons une plage entre 32,5 mégapascales jusqu'à 55,5 mégapascales, et ça on parle d'un ciment 32,5 normal qui donnera une résistance à court terme à 7 jours qui est légèrement supérieure à 16 mégapascales, tandis que si ce ciment là il est rapide, il va donner satisfaction, enfin il va donner des résultats supérieurs à 10%, 10 mégapascales, je m'excuse, à court terme. Alors qu'à long terme, c'est la même chose que ce soit normal ou rapide. Pour le 42,5 normal, nous avons un résultat à court terme supérieur à 10 mégapascales à 2 jours. Sur ce, nous n'avons pas besoin de contrôler à 7 jours parce que déjà à 2 jours, ce résultat il est bon pour le décoffrage. Rapide, 20 mégapascales, c'est déjà très bien, d'accord, pour le 42,5 et une résistance à court terme à 28 jours entre 42,5 et 62,5. Pour le 52,5, la résistance courante à 28 jours et après, c'est toujours supérieur à 52,5, que ce soit rapide ou normal, alors que pour le normal, il va donner satisfaction à 2 jours, il donnera plus de 20 mégapascales, et le rapide, 30 mégapascales, sinon plus à 2 jours. Alors, les principes ciment que nous devons connaître, enfin, c'est les ciments CEM1, CEM2, CEM3, CEM4 et CEM5 selon la norme européenne. Et ces ciments, pour le ciment CEM1, c'est le ciment Portland, tandis que pour le ciment CEM2, c'est le ciment Portland composé. Le CEM3, c'est un ciment au fourneau. Et nous allons savoir pourquoi ces appellations ils sont différentes. Alors pour le CEM1,
nous avons une quantité de clinker de 95% et 5% de gypse. Ça veut dire que pour les autres ajouts, c'est 0%. Le CEM2, nous avons une plage entre 65 et 94% de clinker, le gypse entre 0 et 5%, et le reste, bien sûr, tous les composants ils peuvent être placés pour fabriquer ce type de ciment. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de ciment à la fois. Pour le CEM3, c'est un ciment de haut fourneau. L'ajout ne sera que les laitiers granulés des hauts fourneaux, qui est décrit par la lettre S. Et là, on va avoir une plage entre 36 et 95%. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de ciment CEM3. CEM4, ciment pouzzolane ou puzzolanique. Ça veut dire que nous allons pouvoir ajouter de la pouzzolane, mais toutefois nous pouvons aussi ajouter de la cendre et nous pouvons aussi ajouter des filers des calcaires. Pour les ciments composés, CEM5, nous avons le laitier granulé, nous avons les cendres, nous avons aussi de la pouzzolane, avec des quantités d'ajout entre 36 et 95%. Et vous remarquez que je suis en train de parler ici d'ajout, et c'est ça qui va faire la différence des ciments, et c'est ça qui va faire la différence des appellations et des caractéristiques. Alors, plus de spécifications, juste pour vous donner un exemple, pour le CPG, que tout le monde connaît, ce n'est autre que le CEM2. Toutefois, l'appellation CPG, c'est une appellation qui est courte, qui est très limitée, alors que l'appellation CEM2, c'est une appellation très vaste, et nous allons voir pourquoi. Pour le CEM1, c'est le CPA, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Le CEM4, c'est le CPZ, selon la norme française, et le CEM5, c'est le CLC. Alors que pour le ciment CEM3, nous pouvons avoir le CHF, comme nous pouvons avoir le CLK. D'accord? CHF pour le CEM3A ou B, et pour le CEM3C, ça s'appelle le CLK chez la norme française. On peut avoir aussi du CEM2A et B, on peut avoir du CEM5, 4 pardon, A et B, et 5 A et B. Alors que pour le ciment CEM3, on peut avoir ciment CEM3A, B ou C, tandis que pour le CEM1, il n'y a pas de A ni de B. Donc c'est directement le CEM1. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul ciment qui n'est autre que 95% de clinker, 5% de gypse et 0% d'ajout. Tandis que pour les autres, puisqu'il y a la plage, il y a une diversité des constituants, c'est pour cela que nous devons séparer un tout petit peu les CEM, que ce soit A, B ou ABC, s'il s'agit de CEM3. Alors, donc les ajouts éventuels pour les gypses, 5% impérativement pour le CEM1 et entre 0 et 5% pour les autres CEM. Là, on va voir les constituants, les ajouts, autres que le clinker bien sûr et le gypse. 0% pour le CEM1, tandis que pour le CEM2, là on ne va plus parler de CPG, encore moins de CPA ou CHF. Donc le CEM2 classe A, nous allons voir entre 80 et 94%, classe B entre 65 et 79%. Pour la classe B, les autres ingrédients, tous les ingrédients peuvent entrer en composition entre 21 et 35%. Toutefois, pour le A, les ingrédients, bien sûr, ils vont être entre 6 et 20%. Donc on parle de ciment CEM2 type A si les ajouts ou la quantité des ajouts est entre 6 et 20%, bien sûr, avec la composition de tous les ajouts. CEM, bien sûr, 3 type C, entre 5 et 19%.
type A entre 35 et 64% et type B entre 20 et 34%. Le reste, ce n'est autre que le laitier granulé des hauts fourneaux. Aucun autre ingrédient ne doit être ajouté ou ne peut être ajouté, sinon ce ciment-là, il ne sera plus appelé CEM3. Donc les ajouts, donc on parle de ciment CEM3, type A, si nous avons la quantité de laitier granulé des hauts fourneaux est entre 36 et 65%. Type B, si la quantité est entre 66 et 80%, et ainsi de suite. CEM4, on parle de CEM4 type B, si la quantité de clinker est entre 45 et 65%, 65 et 90%, c'est type A. Et là, on voit que nous avons de la pouzzolane, bien sûr, n'importe quelle pouzzolane, que ce soit pouzzolane naturelle ou artificielle. Sinon, aussi, nous avons de la cendre siliceuse et calcique, et aussi la cendre, comme je vous ai dit. Pour le reste, c'est 0%. Et là, pour le B, c'est entre 36 et 55 de constituants autres que le clinker. Si on parle de CEM5, c'est entre 20 et 38% de clinker et entre 40 et 65% pour le type A. Tandis que ce qu'on peut avoir comme ajout, c'est à la fois le laitier granulé et les cendres aussi. Donc il y a le laitier et les cendres qui doivent être composants de ce ciment pour qu'on l'appelle ciment au laitier et au cendre. Voilà les quantitatifs pour le type B. Pour le type CEM2, comme je vous ai dit, donc nous avons CEM2 classe A ou B, mais là nous avons une plage assez énorme de constituants. Donc nous avons les laitiers, nous avons la pouzzolane, nous avons les dérivés de calcaire, nous avons la schiste calcinée, nous avons beaucoup d'ingrédients. Et là, si toutefois un seul ingrédient est en jeu, on change, on ne va pas changer l'appellation, mais on va ajouter à l'appellation autre chose. Alors, nous allons nous concentrer sur le CEM2 et nous allons voir que ce CEM2, on va l'appeler CEM2 composé type A-M si tous les ingrédients y sont. Donc nous avons à la fois le laitier granulé, nous avons aussi de la pouzzolane, du calcaire, nous avons du schiste, nous avons de la cendre. Donc tous à la fois, nous devons mettre la lettre M et entre parenthèses, on va noter les ingrédients ou la majeure partie des ingrédients ajoutés à ce ciment-là. Bien sûr, avec la quantité, il faut respecter les quantités. Si la quantité de clinker est entre 65 et 79%, donc il va être classe classe B-M avec tous les ingrédients. Mais si nous n'avons qu'un seul ingrédient avec cette différenciation bien sûr de quantité, c'est comme vous voyez ici, c'est la même quantité de clinker qui se répète, mais ici, au lieu d'avoir tous les ingrédients, nous n'aurons qu'un seul ingrédient à la place de tous les ingrédients, et c'est pour cela qu'il va être CEM2, d'accord, ciment composé mais au laitier, ciment composé mais à la fumée de silice, ciment composé à la pouzzolane, et là on va noter CEM2 classe A-S parce qu'il n'y a que les laitiers, classe B-S parce qu'il n'y a que les laitiers. Pour la fumée de silice, il n'y a pas de il n'y a pas de A ou de B, il n'y a pas de B, il y a uniquement A, mais la quantité est vraiment très réduite de clinker et la quantité aussi de la fumée de silice est très limitée, il est entre 6 et 10%, donc c'est classe A-D
Pourquoi nous n'avons pas mis la lettre M? Parce qu'il y a un seul ingrédient. On pose la lettre M si nous avons au moins deux composants autres que le clinker et le gypse, comme nous allons voir par la suite. Donc, et ce tableau, il est explicite, donc classe A-W pour, par exemple, la cendre, -T pour la schiste calcinée, etc., etc. Ça dépend de l'ingrédient que nous allons ajouter, mais plus précisément le seul ingrédient. Alors, pourquoi cette différence? Parce que chaque ciment est destiné à un usage bien déterminé. Pour le CEM1, c'est des bétons armés en général, les bétons qui sont coulés sur place ou préfabriqués. On peut même l'utiliser dans les bétons précontraints. Et ça, c'est pour le découvrage rapide, mise en service rapide, etc., etc., surtout pour la classe R, donc pour le ciment rapide. Le bétonnage, bien sûr, jusqu'à une température extérieure entre 5 et 10%, donc il peut avoir une résistance quand même quand la température est baisse. Alors le ciment CEM2, que ce soit la classe A ou la classe B, c'est des ciments qui sont utilisés en général dans les constructions courantes. Donc c'est des utilisations qui sont courantes, les bétons en élévation, que ce soit armés ou non armés, les ouvrages d'art, les ouvrages courants, les dallages de sol, etc. Enfin les dallages et les sols industriels, la maçonnerie, les utilisations, etc. Beaucoup d'utilisations. Alors pour le ciment CEM3, que ce soit classe A, B ou C, c'est des travaux souterrains au milieu agressif. C'est des milieux où il y a des eaux acidiques, par exemple, ou des terrains gypseux, par exemple, ou des égouts, etc. Donc on utilise ce type de ciment, ou des eaux industrielles. Pour le ciment CEM4, là, c'est des ouvrages au milieu sulfaté, donc là où il y a du sulfate, et spécifiquement le label ES, c'est des ciments pour des travaux en eau à haute teneur de sulfate. Les travaux à la mer, bien sûr, c'est le même ciment mais avec un label PM, et ces labels, c'est la quantité de sulfate qui va être dans le ciment, donc à la base de la préparation de notre ciment. Alors, un exemple de dénomination, nous allons trouver des ciments avec dénomination européenne de ce genre, donc CEM2, BM, etc., etc. Donc, le CEM2, ça veut dire c'est la famille du ciment. On peut avoir ciment, par exemple CEM1, ou 3, ou 4, ou 5, ça dépend de quel ciment est. Donc, la première, on parle de classe de la famille de ciment. Puis B, comme A ou C, ça dépend, ça c'est la qualité, elle dépend de la quantité des constituants. Et on parle ici d'un type de ciment. C'est le type A, le type B, le type